Voyons si nous pouvons creuser un peu plus. Écoutons ce que Matthew Hered veut nous dire. Oui, merci de m'avoir invité au sein de ce remarquable panel et merci Patrick pour cet important compte-rendu. Je ne vais que reprendre certains des éléments que vous avez abordés. Je sais que le temps est très limité, donc je vais faire de mon mieux pour ne pas dépasser les 20 minutes comme nous en avons parlé. Le personnage de Maurice Strong au milieu de tout ça est, je pense, une introduction très intéressante pour beaucoup de gens. C'est un personnage qui, à bien des égards, a été le parrain du New Deal vert moderne, le projet qui est derrière ou intégré à l'agenda 2030. Comment s'appelle-t-il? Le programme Farm to Fork, de la ferme à l'assiette, pour essayer d'introduire un programme OGM Monsanto dans l'Europe, dans le cadre d'une stratégie de décarbonisation. Ce qui est également lié à diverses autres politiques insensées quand vous regardez les conseils donnés à nombre de ces gouvernements transatlantiques pour décarboniser, selon ces modèles informatiques qui disent que nous devons tout simplement le faire d'ici 2030 ou 2050 pour sauver la nature. Vous vous dites, eh bien, l'effet sera une mort massive et l'impossibilité de maintenir la vie humaine, sans même parler de la vie en général. Donc soit c'est de l'incompétence, soit il y a une intention derrière pour créer cet effet. Et lorsque vous regardez les preuves, l'intention est en fait décelable. Et les gens qui disent « Oh, c'est une théorie du complot », les théories du complot vous discréditent immédiatement. Tout ce qu'ils disent, en fait, c'est « J'ai subi un lavage de cerveau qui m'a fait penser que tous ceux qui disent que les intentions et les idées sont causales sont des fous. Et que je dois éteindre mon cerveau et arrêter de penser. » Ils ont beaucoup travaillé pour que les gens aillent dans ce sens. Donc en effet, il y a des intentions. Vous pouvez détecter des mauvaises intentions, les mauvaises idées, mais vous devez penser à un niveau très différent de celui auquel notre système nous conditionne à penser. Maurice Strong n'était pas seulement l'un des principaux organisateurs du sommet de Rio et de l'agenda 2030, il a également été cofondateur du Forum économique mondial et secrétaire général de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et la population en 1972. Un personnage très important, qui a aussi été président de la Fondation Rockefeller en son temps et directeur de la Banque mondiale, comme ces technocrates qui sont juste mis en place pour faire progresser les choses, comme une sorte de tueur à gages. Dans une interview de 1990, il s'interrogeait sur ce qu'il se passerait si un petit groupe de leaders mondiaux concluait que le principal risque pour la Terre provenait des actions des pays riches, et si pour que le monde survive, ces pays riches devaient signer un accord réduisant leur impact sur l'environnement. Le ferait-il? Je le cite. La conclusion du groupe est que non, les pays riches ne le feront pas, ils ne changeront pas. Donc, pour sauver la planète, le groupe décide que le seul espoir pour la planète n'est-il pas l'effondrement des civilisations industrielles? N'est-ce pas notre responsabilité de le provoquer? Cela vient du magazine West en 1990. Dans une interview ultérieure avec Glenn Beck, je crois, il a dit « Oh, mais je ne faisais que parler d'un livre de fiction que j'envisageais d'écrire. » Si vous lisez le contexte de cette interview, vous verrez qu'il décrivait littéralement une conférence du Forum économique mondial en train de se dérouler. Et ça l'amusait. Et encore une fois, je pense que lorsque vous regardez ses actions, ce à quoi il a participé en tant que vice-président du World Wildlife Fund, sous la direction du prince Philippe, pendant plusieurs années, entre autres, il a dévoué toute sa vie à mettre en place des institutions et des pratiques qui accomplissent exactement ce qu'il a dit dans cette déclaration. J'ai préparé quelques diapositives avec des citations que je voudrais partager avec vous afin d'exposer la nature de l'eugénisme. Je vais peut-être devoir aller un peu plus vite que je ne le voudrais, mais peu importe. Donc, comment l'impensable est devenu pensable? Derrière, il y a l'image d'une affiche de propagande pro-eugéniste des années 30, appelée « Se libérer de l'emprise des maladies héréditaires et de l'inaptitude ». Qui détermine ce qu'est l'inaptitude? C'est ce dont les gens n'aiment pas parler. C'était un gros problème. L'eugénisme était la science du contrôle de la population et de la reproduction sélective pour créer, comme Patrick l'a souligné, une nouvelle race, une race vue comme supérieure, un peu comme une série de Superman qui prendrait les rênes du flux chaotique de l'évolution d'une manière contrôlée, gérée scientifiquement, en éliminant les inaptes, ceux qui sont indésirables. Habituellement, vous trouvez beaucoup de ces gens comme Margaret Sanger de Planned Parenthood, du planning familial, la Société eugénique de Grande-Bretagne et d'Amérique. Ils se concentrent en général sur les races à la peau plus foncée, mais bien sûr, ils ne sont pas discriminatoires dans l'ensemble quand il s'agit de tuer les inaptes.
Le contexte de l'apparition de l'eugénisme en tant que science, ce dont je vais parler, est important. À la fin du XIXe siècle, un optimisme scientifique et culturel très fort régnait et se répandait autour de l'idée que l'esprit humain était un phénomène naturel, que l'esprit humain nous fait faire des découvertes et traduire ces découvertes en nouvelles technologies qui apportent un bénéfice et améliorent la qualité de vie des citoyens et aussi de la nature, en verdissant les déserts par exemple. Cette idée formait un paradigme très fort. Mais certains impérialistes n'étaient pas d'accord, parce qu'ils considéraient que nous étions en surpopulation. La surpopulation se produit toujours, mais pourquoi les contraintes démographiques d'aujourd'hui sont-elles différentes de celles d'il y a 100 ou 1000 ans? C'est une question de progrès scientifique et technologique. Les deux manières, les deux approches pour gérer les crises démographiques, lorsque les peuples dépassent la capacité de subvenir à leurs besoins, sont soit de faire ce que faisait déjà l'Empire britannique avant l'époque de l'eugénisme, c'est-à-dire d'imposer, de provoquer des guerres artificielles, des famines, des maladies, etc. Et ici à gauche, il y a une image de certains des terribles effets de la politique impériale britannique en Inde. La famine contrôlée fait partie du jeu impérial britannique en tant qu'empire mondial qui a dominé tout au long du XIXe siècle et même du XVIIIe siècle. Ce qu'ils ont fait aux Irlandais lors de la famine de la pomme de terre en est un autre exemple. Et cela a été fait avec l'idée d'un système géré scientifiquement en utilisant ce qu'ils pensaient être des principes mathématiques de contrôle de la population. L'autre façon de gérer l'excès de population n'est pas de tuer les gens pour satisfaire cette limite, mais plutôt d'encourager, comme je l'ai dit, les nouvelles découvertes. Voici une gravure de la conférence de la célébration du centenaire de 1876 à Philadelphie, aux États-Unis, célébrant les nouvelles découvertes qui émergeaient et se répandaient des États-Unis à l'Allemagne jusqu'à la Russie et au-delà, des pays qui adoptaient le protectionnisme, le crédit à long terme et l'idée de définir l'économie non pas autour du culte de l'argent, mais plutôt sur la base de sortir les gens de la misère et de leur donner de nouvelles sources de richesse par le biais de nouvelles inventions, de nouvelles découvertes. Donc, une fois encore, le malthusianisme, le terme Malthus, ou le malthusianisme, qui est ce que Maurice Strong aide à faire revivre au début des années 70, fin des années 60, vient de théories simplistes de Thomas Malthus, un économiste de la Compagnie britannique des Indes orientales qui a enseigné au collège Haileybury de l'Empire britannique et formé des générations d'économistes impériaux. Et il a observé que la population croît géométriquement et la production alimentaire ne croît qu'arithmétiquement, en moyenne, et donc les ingénieurs sociaux peuvent prévoir à l'aide de formules mathématiques quand une crise démographique se produira et ensuite agir de manière préventive, comme Malthus le décrit, même avec des détails choquants dans ses essais de 1799 sur le principe de population, pour encourager la mort des inadaptés, des pauvres et même des bébés jugés inaptes. Il dit que les paroisses devraient cesser d'apporter leur soutien pour laisser la place à d'autres. C'est horrible, tout ce qu'il a prescrit pour faire cela est ce qui a été fait. L'idée est toujours que la nature et les ressources sont relativement limitées. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles ressources. Il ne tient pas compte de la qualité de l'esprit humain pour transformer un environnement en introduisant une nouvelle découverte comme l'électricité. Ça n'existe pas dans ces équations. Ça perturbe ces équations. D'ailleurs, des gens comme John Stuart Mill ajoutent l'idée du taux du rendement décroissant, c'est-à-dire que les économies humaines sont constamment en tension, les forts et les plus aptes étant mieux à même de contrôler les taux de rendement décroissants, tandis que les faibles sont soumis par les puissants impérialistes. Charles Darwin, dans son autobiographie, vous savez, les gens se demandent d'où vient cette théorie de la sélection naturelle qui a ensuite été appliquée par les eugénistes à l'échelle sociale, qui décrivait le registre fossile et le flux de la vie dans l'évolution, de sorte que l'interprétation darwinienne de l'évolution, son modèle de sélection naturelle, il l'a obtenu comme il le décrit dans son autobiographie en lisant « En 1838, 15 mois après avoir commencé mon enquête systématique, par hasard pour m'amuser, j'ai lu Malthus sur la population
Et étant préparé à apprécier la lutte pour l'existence qui se déroule partout, par une longue observation des habitudes des animaux et des plantes, j'ai été frappé par le fait que, dans ces circonstances, les variations favorables tendraient à être préservées et les variations défavorables à être détruites. Le résultat serait la formation d'une nouvelle espèce. J'avais donc enfin une théorie sur laquelle travailler. Charles Darwin. Donc Darwin affirme que ceci est la source de sa découverte du mécanisme responsable de ces mutations créatives qui introduisent de nouvelles qualités dans les espèces, définies autour de l'idée, premièrement, du hasard, qui signifie qu'en fin de compte, les mutations sont absolument aléatoires et donc impossibles à connaître en raison de leur caractère aléatoire. Deuxièmement, le gradualisme, selon lequel aucune percée créative n'est possible. Et en fait, c'est un problème car dans le registre fossile, nous ne voyons pas de gradualisme. Nous voyons en réalité beaucoup de percées créatives, tout comme les économies humaines et les sociétés humaines qui introduisent de nouvelles idées. On n'arrive pas progressivement à une nouvelle découverte. Vous l'avez au cours d'un flash de type Eureka. Et l'effet est, lorsque vous l'appliquez, une capacité de réaliser un saut quantique pour subvenir aux besoins de beaucoup plus de personnes avec une meilleure qualité de vie, à condition d'avoir un certain type de société qui ne soit pas basée sur cette vision dégoûtante des êtres humains, qui ne serait qu'une sorte de bétail doté de paroles. À partir de là, le cousin de Darwin, Francis Galton, est quelqu'un qui a converti Darwin. Darwin avait d'abord un problème avec l'application sociale de ses vues dans la science de l'eugénisme, mais plus tard Darwin écrit à Galton « Vous avez fait de moi un disciple ». Et Galton dit en substance « En utilisant la science mendélienne de la génétique, en utilisant certains concepts malthusiens de la croissance de la population, nous pouvons maintenant formuler la reine de toutes les sciences, la meilleure de toutes les sciences sociales. » Et il dit en 1904, « L'eugénisme doit être introduit dans la conscience nationale comme une nouvelle religion. Il a en effet de fortes prétentions à devenir un dogme religieux orthodoxe pour l'avenir. Car l'eugénisme coopère avec les mécanismes de la nature en garantissant que l'humanité sera représentée par les races les plus aptes. Je ne vois aucune impossibilité à ce que l'eugénisme devienne un dogme religieux au sein de l'humanité. Et c'est si important, cela a toujours été le dessein et l'intention, même lorsque Thomas Huxley organisait le X-Club, dont Darwin et ses théories étaient un élément fondamental. En 1865, avec ce Club X dans lequel Galton est apparu plus tard, l'idée était de prendre des représentants de toutes les branches des sciences, mathématiques, biologie, astronomie, sociologie, et de les unifier en essayant de créer une science unifiée autour des mathématiques, et d'imposer une cage mathématique de description à toutes les branches de la science en leur donnant une sorte d'apparence de science, mais sans plus de découverte. Parce que les vraies découvertes se produisent lorsque vous poussez les limites de l'inconnu, au-delà desquelles les mathématiques, le langage des mathématiques, qui est toujours en évolution, ne peut s'aventurer. D'accord, les mathématiques sont utiles, mais c'est un langage qui change en conformité avec nos découvertes des lois de l'univers. Ce processus est sans fin. Il voulait donc essentiellement prendre cette relation et placer les mathématiques dans la position dominante, où la réflexion des gens serait de dire « si les mathématiques qui existent déjà ne le décrivent pas, je ne peux pas le savoir et vous ne devriez pas le savoir non plus. » Et une fois encore, cette tâche a été attribuée à Thomas Huxley. C'est cette hypothèse à laquelle Galton tendait avec son idée d'une science reine, la nouvelle religion, qui est devenue à bien des égards une science dominante parmi toutes les sciences. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 32 États américains, en commençant par l'Indiana en 1907, ont adopté des politiques eugénistes de stérilisation des inaptes. Dans 2 provinces canadiennes, la Colombie-Britannique et l'Alberta, des milliers et des milliers de personnes ont été stérilisées. Sur quelle base? Une science statistique probabiliste, fondamentalement statistique, selon laquelle si votre mère, votre grand-père ou votre arrière-grand-père avait un faible QI ou un casier judiciaire, on pouvait dire « il est statistiquement probable que vos enfants ou petits-enfants à naître auront également un faible QI ou des tendances criminelles ». Et donc, en utilisant cette probabilité statistique, nous pouvons à présent vous stériliser de manière préventive et le justifier scientifiquement. Et c'est en partie ce qui a amené toutes ces choses à se produire avant l'Allemagne, avant Ernst Rudin, qui a également reçu des fonds des fondations Rockefeller et Macy pour mener cette science eugénique en Allemagne. Il se trouve que le gouvernement allemand, financé par les financiers de Wall Street de Londres, était très doué pour contourner les protocoles démocratiques
qui auraient normalement résisté à l'adoption de quelque chose d'aussi anti-humain que l'eugénisme et l'élimination des inaptes, qui ne visaient pas seulement les Juifs, je veux dire les Polonais et les Allemands inaptes, les gens connaissant les horreurs du programme nazi T4 qui a tué des centaines de milliers d'Allemands considérés comme étant indignes de vivre. Ils étaient trop chers à entretenir. Alors, quand la machine nazie, ce monstre de Frankenstein a explosé, s'est effondré, il a fallu réorganiser. Ceux qui nous ont apporté le fascisme et l'eugénisme, en fait, n'ont jamais été punis à Nuremberg, et c'est très important. Ainsi, parmi les personnalités à qui l'on a confié la tâche de réorganiser la grande stratégie de reconquête des nations qui venait de vaincre le fascisme dans l'ère de l'après-guerre, nous n'avons nul autre que le petit-fils de Sir Thomas Huxley, Sir Julian Huxley, qui devint le créateur de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, où il écrit dans son manifeste « La morale de l'UNESCO est claire, la tâche qui lui a été confiée de promouvoir la paix et la sécurité ne peut jamais être entièrement réalisée par les moyens qui lui sont attribués, l'éducation, la science et la culture. Elle doit envisager une certaine forme d'unité politique mondiale, que ce soit par le biais d'un gouvernement mondial unique ou autrement, comme seul moyen sûr d'éviter la guerre. » Bien sûr, ils ne disent pas que ce sont ces réseaux oligarchiques anglo-américains qui ont au départ financé la guerre qui n'aurait jamais dû se produire. Ils l'ont traité ainsi. Oh non, la guerre était une conséquence naturelle de l'existence d'États-nations souverains. C'est juste naturel dans une lutte darwinienne pour la survie. Ils sont conçus pour en vouloir plus, supprimer les nations plus faibles et imposer leur hégémonie. C'est la nature de l'homme, la nature des États-nations, et nous avons donc besoin d'une solution. Bien sûr, une fois encore, ils évitent toujours le fait que vous avez ces financiers de JP Morgan, Brown Brothers Harriman, des établissements bancaires qui financent cela et assassinent les dirigeants qui ne sont pas à leur goût, afin de provoquer artificiellement ces effets politiques. Ils n'en parlent pas, mais ensuite ils disent comme lui que le seul moyen d'éviter la guerre est un gouvernement mondial unique. Dans son programme éducatif, elle peut souligner la nécessité ultime d'une unité politique mondiale et familiariser tous les peuples aux implications du transfert de la pleine souveraineté des nations séparées vers une organisation mondiale. Le tout pour la paix, bien sûr. Et gardez à l'esprit qu'il est aussi à la tête de la société eugénique, pas seulement de l'UNESCO. Il était le président de la Société eugénique de Grande-Bretagne, qui deviendra plus tard la Fondation Galton, aujourd'hui d'ailleurs très intégrée à la Fondation Bill and Melinda Gates et à Gavi. Whitney Webb en parle dans ses impeccables recherches. Mais toujours dans ce même document fondateur, il dit un peu plus loin. À l'heure actuelle, il est probable que l'effet indirect de la civilisation soit dysgénique au lieu d'être génique, c'est-à-dire qu'elle empire au lieu de s'améliorer génétiquement. Et dans tous les cas, il semble probable que le poids mort de la stupidité génétique, de la faiblesse physique, de l'instabilité mentale et de la prédisposition aux maladies qui existent déjà dans l'espèce humaine s'avéreront un trop lourd fardeau pour pouvoir réaliser de réels progrès. Ainsi, même s'il est tout à fait vrai que toute politique eugénique radicale sera impossible pendant de nombreuses années politiquement et psychologiquement, car les gens ont pu en voir les effets, vous savez, une fois qu'Hitler a perdu et que les gens ont pu voir globalement la conséquence logique de telles actions, ils ont été naturellement horrifiés et leur esprit a été mis à l'épreuve. L'eugénisme comme science respectable sera donc psychologiquement impossible pendant de nombreuses années. Il sera important pour l'UNESCO de veiller à ce que le problème de l'eugénisme soit examiné avec le plus grand soin et que le public prenne conscience des enjeux afin que beaucoup de ce qui est aujourd'hui impensable puisse au moins devenir pensable. La question est donc de savoir ce qu'il a fait. De quelle manière a-t-il reconditionné et renommé l'eugénisme pour obtenir les mêmes effets que ceux souhaités par les dirigeants de la société Thulé, la société nazie et leurs financiers de Londres à Wall Street. Examinons donc certains des points clés de ces actions. Gardez à l'esprit que pendant tout ce temps, jusqu'en 1962, il est président de la Société britannique d'eugénisme. En 1947, il fonde l'Union internationale pour la conservation de la nature, la plus grande et la plus puissante organisation de conservation au monde, conçue pour changer les valeurs de la société. Aussi, en 1947, il a aidé à mettre en place l'Organisation mondiale de la santé avec G. Brock Chisholm, un psychiatre canadien tavistokien.
Kisholm est un dévot du gouvernement mondial. Il écrit à ce sujet, il appelle à la nécessité de nettoyer la société de la croyance en la famille, en l'État-nation et en la religion. Il pense que c'est la raison de la mauvaise santé mentale. Une citation que je viens de tirer de Kisholm. La réinterprétation et l'éradication éventuelle du concept du bien et du mal, qui a été la base de la formation des enfants, la substitution de la pensée intelligente et rationnelle, de la pensée scientifique par la foi dans les certitudes des anciens, ce sont les objectifs tardifs de pratiquement toutes les psychothérapies efficaces. Il dit en gros que la vraie psychothérapie, le but de la science de l'esprit à l'avenir et de la santé mentale devrait être de nous libérer de la croyance dans le bien et le mal et des traditions des anciens obsolètes au profit de la pensée logique. Cela fait donc partie d'un programme d'atomisation de la génération des baby-boomers, en particulier de ceux qui sont visés, c'est-à-dire ceux qui ont grandi après la Seconde Guerre mondiale et qui vont être soumis à un nouveau type de conditionnement, un nouveau type d'expérience éducative et culturelle qui va détacher leur identité de ces problèmes plus larges d'État-nation, de religion, d'héritage religieux et culturel, ce qui les rendra plus faciles à prévoir. Et vous savez qu'ils auront tendance à faire des choses prévisibles, comme se rallier plus facilement à la pensée de groupe au lieu d'être indépendants. Plus tard, Julian Huxley donne ce nom à la science du transhumanisme, et avec, il y a l'idée de gestion scientifique cybernétique de la société autour de certaines idées qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit et fonde le Fonds mondial pour la nature, WWF. Rappelez-vous que cette organisation que j'ai mentionnée, Maurice Strong en était également le vice-président aux côtés du prince Philippe et du prince Bernard, de fervents malthusiens. Le nouveau paradigme éthique, comme je l'écris ici, passe de plus en plus du courant marginal au dominant. Conçu autour du concept de la sauvegarde de la nature, on affirme en substance qu'au lieu d'avoir une éthique visant à sauver l'humanité de l'empire, de l'esclavage et de la pénurie, non, ceci est la vieille sagesse. La nouvelle sagesse sera de sauver la nature de l'humanité. La façon dont ils s'y prennent, en utilisant le développement de systèmes informatiques binaires numériques et la modélisation, est d'essayer de dire que nous allons supposer que toute l'écologie, toute l'humanité et même tout l'univers, la cosmologie, sera quelque chose que l'on peut représenter en utilisant des systèmes linéaires dans des modèles informatiques, utilisant des variables très simplifiées qui nous permettront ensuite de prédire tout ce qui se passera, tout ce qui pourrait se passer, avec des hypothèses présumées comme l'état naturel étant l'équilibre, la stase, le non-changement. C'est ce qu'ils disent être maintenant naturel. Voici un exemple à gauche et à droite. Nous avons déjà vu le modèle de population malthusien. Ceci est le modèle néo-malthusien limite de la croissance du Club de Rome, qui a émergé des études du MIT de Forster et Meadows, financé par le Club de Rome et le financement canadien sous l'égide pure et simple d'un Trudeau, qui a simplement ajouté quelques variables supplémentaires, mais qui justifie toujours la même chose. Chaque fois que vous avez plus de personnes, vous avez plus de pollution et donc plus de problèmes, un environnement davantage détruit, et donc les ingénieurs sociaux les plus éclairés devraient toujours gérer scientifiquement la société pour s'assurer que les populations soient aussi naturelles que l'environnement immuable. Ainsi, si nous sommes en surpopulation, nous devons limiter la population qu'on appelle la capacité de charge, c'est-à-dire que la capacité de charge mathématique de ce qui existe actuellement est tout ce qui pourrait exister et tout ce que nous devrions permettre. Ainsi, les nouvelles découvertes sont également devenues problématiques. Les découvertes de l'atome, les découvertes de la technologie spatiale, les découvertes qui résolvent et soignent réellement les problèmes sont devenues des choses qui causent un déséquilibre parce que ceux qui ont monopolisé ces ressources fixes et ces ensembles fixes de formules et de découvertes, ils n'ont pas monopolisé ce qui n'a pas encore existé. Donc chaque fois que vous introduisez une nouvelle découverte ou une nouvelle ressource, cela change tout. Cela bouleverse cet équilibre parfait supposé que leur modèle mathématique exige. C'est pourquoi beaucoup de scientifiques sont tués, beaucoup de recherches scientifiques sont subverties, le définancement de la fusion nucléaire, le définancement de l'espace, d'Apollo, son annulation et autres. Mais pour être clair, ces gens ne se soucient pas vraiment de l'environnement, ils ne se soucient pas vraiment de la pollution. Et quand vous regardez l'un des cofondateurs du Club de Rome, Sir Alexander King, qui a également introduit la cybernétique et la théorie des systèmes d'information dans l'OCDE, alors qu'il en était le dirigeant,
Cela a également été introduit dans l'OTAN plutôt comme un nouveau système de contrôle, une science du contrôle, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais il a carrément admis en 1991, en cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, décrivant les origines du Club de Rome et les modèles que nous venons de voir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement de la planète, les pénuries d'eau, la famine, etc. feraient l'affaire. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine et ce n'est que par un changement d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Et sa plus grande révélation, le véritable ennemi est alors l'humanité elle-même. Le vrai problème est qu'ils ne se soucient pas vraiment de la pollution ou de la préservation de l'environnement. Ce qu'il se passe, c'est que chaque fois que les êtres humains appliquent le progrès scientifique et technologique pour améliorer leurs conditions et surmonter les limites de la croissance d'une manière légale, en construisant, disons, un barrage hydroélectrique ou un autre élément d'infrastructure vitale, cela modifie les écosystèmes. Oui, ça les modifie, mais cela signifie-t-il que c'est intrinsèquement contre nature? Pas intrinsèquement. Bien sûr, les êtres humains peuvent détruire la nature, je ne dis pas qu'ils ne le peuvent pas, mais ce qu'ils disent, c'est que c'est intrinsèquement contre nature. L'esprit humain n'est pas naturel parce que l'esprit humain provoque ces changements non linéaires. Ce sont des gens qui se prosternent devant l'autel d'une religion mathématique, comme l'a dit Galton. C'est vraiment ça. Une dernière grande citation et je vais m'arrêter. C'est important. John Holdren, qui est devenu le tsar de la science sous Obama. Voici une photo de John Holdren en arrière-plan avec Biden et Obama. Il a été la star de la science des États-Unis pendant plusieurs années. Il a coécrit un livre avec Paul Ehrlich, le type qui a popularisé la bombe démographique en utilisant les modèles du Club de Rome dans les années 60 et 70. Il était son élève. Dans Écosciences, population, ressources, environnement, John Holdren a écrit. C'est un gros livre, plus de 1000 pages, difficile à lire, mais il y a des choses dégoûtantes comme ça qui ressortent. Voilà ce qu'il décrit. 1977. Peut-être que ces agences combinées avec l'Agence de protection de l'environnement des Nations Unies, créée par Maurice Strong d'ailleurs, et les agences de population des Nations Unies, créées par Maurice Strong aussi, pourraient éventuellement être développées en un régime planétaire, une sorte de super agence internationale pour la population, les ressources et l'environnement. Un tel régime planétaire complet pourrait contrôler le développement, l'administration, la conservation et la distribution de toutes les ressources naturelles, renouvelables ou non, du moins dans la mesure où les implications internationales existent. Ainsi, le régime pourra avoir le pouvoir de contrôler la pollution, non seulement dans l'atmosphère, les océans, mais aussi dans les masses d'eau douce telles que les rivières et les lacs qui traversent les frontières internationales ou qui se déversent dans les océans. Le régime pourrait aussi être une agence centrale, logique, pour réguler tout le commerce international, y compris peut-être l'aide des pays développés aux pays moins développés, et y compris toute la nourriture sur le marché international. Ainsi, en contrôlant la nourriture, pourquoi pas? Le régime planétaire pourrait se voir confier la responsabilité de déterminer la population optimale pour le monde et pour chaque région et d'arbitrer les parts des différents pays dans leurs limites régionales. Le contrôle de la taille de la population doit rester la responsabilité de chaque gouvernement, mais le régime aurait un certain pouvoir pour faire respecter les limites convenues. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir les accords COP26 comme une belle chose que les gens signent. Vous devez aussi avoir des procédures d'application, n'est-ce pas? C'est ce que nous disent ceux qui gèrent des choses comme le Green New Deal, la COP26 ou les accords de Paris. Vous avez donc en ce moment un groupe très misanthrope, une idéologie de nature religieuse, engagée, comme Patrick l'a souligné, dans une peur, je pense, de leur propre mortalité. Il y a une certaine incapacité des êtres humains qui deviennent matures à faire face au fait que nous mourrons tous. Nous avons certaines qualités qui font que dans notre âme, dans notre esprit, nous pouvons puiser et découvrir des lois universelles et des principes universels de la nature qui sont au-delà du monde des limitations, de la justice, de la liberté, de la gravité, de l'égalité en tant qu'idée, des choses que vous ne pouvez pas couper en deux. N'est-ce pas? Je ne peux pas couper la justice en deux et la mettre dans ma poche. Elle n'a ni début ni fin. C'est donc quelque chose que l'esprit humain, lorsqu'il fonctionne avec sa raison et sa conscience en tant qu'être souverain et mature, peut puiser dans ses qualités éternelles. Mais nos corps et nos cerveaux ont encore un poids physique. Ils périssent.
Il y a un avant et un après. Il faut donc accepter la réalité de notre finitude, mais aussi de notre nature infinie, et laisser quelque chose derrière nous. Le fait que nous laissons quelque chose derrière nous, nous recevons quelque chose des générations passées il y a des milliers d'années, et nous pouvons laisser quelque chose derrière nous à des degrés divers, à ceux qui viendront après nous. C'est la meilleure façon de satisfaire notre bonheur et notre raison d'être. Et les pères fondateurs qui ont lancé l'idée des États-Unis ont risqué leur vie pour cette idée, une république fondée sur le consentement du gouvernement et les droits inaliénables de tous les peuples. C'est très anti-darwinien, c'est contre l'idée de leur survie personnelle. C'est quelque chose qui a effrayé cette oligarchie et qui l'effraie toujours, car cela représente une preuve que le système fondamental de l'oligarchie lui-même est faux, que les humains peuvent faire ça. Nous pouvons faire ces sauts quantiques qui ne sont pas graduels, ce n'est pas aléatoire. C'est lié à une certaine croyance et foi en un dessein, mais il n'est pas prédéterministe, il permet le libre arbitre, il permet la beauté. C'est quelque chose, encore une fois, qui est au centre du combat, et encore aujourd'hui, ils ont peur de ça. Ils veulent tous télécharger leur âme, leur être, dans un cloud numérique pour surmonter leur propre peur de la mort. En fin de compte, ils ont construit toute une religion autour de ça, en la faisant passer pour de la science, et une structure politique autour de ça aussi, en la faisant passer pour de la démocratie, mais ce n'est évidemment pas le cas. Nous sommes donc dans une situation où les conséquences de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas pris fin en 1945 à Nuremberg. Nous avons toujours le même type d'institution avec une nouvelle idéologie reconditionnée. Elle prend des formes différentes. C'est toujours aussi diabolique et c'est toujours aussi mauvais scientifiquement et moralement. Et je pense que l'humanité va devoir faire face à un test pour savoir si oui ou non on peut surmonter ça en utilisant les pouvoirs de créativité et de moralité donnés par Dieu et le faire de manière cohérente avec d'autres pays qui ne veulent pas être sacrifiés sur l'autel de Gaïa aujourd'hui, ce qui est le plan actuel. Tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, la tentative d'encercler militairement la Russie et la Chine, d'ériger un nouveau rideau de fer, de séparer l'Est et l'Ouest, je pense que cela a beaucoup à voir avec la peur des puissances civilisationnelles qui ne veulent pas sacrifier leurs anciennes traditions sur cet autel religieux aujourd'hui. Voilà où je voulais en venir. Je sais que j'ai peut-être dépassé de quelques minutes. Je suis désolée. Merci beaucoup, Matthew. C'était très instructif. Et cela s'appuie parfaitement sur ce que Patrick a dit. Chers collègues, des questions? Merci Matthew, vous nous avez donné un très bon aperçu. Je pense que pour moi, ce qui ressort définitivement de votre témoignage d'aujourd'hui, c'est que vous avez établi un lien avec le Forum économique mondial et vous avez également établi un lien avec l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne l'Organisation mondiale de la santé, nous avons besoin de nous concentrer spécifiquement sur Julian Huxley. Votre témoignage, dites-moi si j'ai bien saisi, est que Julian Huxley était l'un des cofondateurs de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce que vous avez dit. Est-ce exact? Il a aidé à la mettre en place. Et par le biais de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale de la santé, il a également créé la Fédération mondiale de la santé mentale en 1948 avec un autre psychopathe de Tavistock, un pseudo-psychiatre appelé John Hollings Rees, qui était aussi un fanatique de gouvernance mondiale et de dépopulation, qui préconisait que des troupes de choc psychiatriques soient installées dans différentes bureaucraties gouvernementales pour redéfinir la société mondiale et refaçonner ses valeurs. Il était très clair sur ce sujet. Mais oui, Julian Huxley a joué un rôle très important en organisant la création de l'Organisation mondiale de la santé. Ok, et vous avez mentionné, lorsqu'il s'agit de l'Organisation mondiale de la santé, et spécifiquement le rôle qu'il a joué dans la mise en place ou l'influence concernant la mise en place de l'Organisation mondiale de la santé. Diriez-vous alors que ces idéologies ont été essentiellement transplantées dans l'Organisation mondiale de la santé, spécifiquement quand il s'agit de ces dogmes eugéniques?
Sur la base des écrits de J. Brock Chisholm, qui a produit des commentaires détaillés sur sa vision de ce que devrait être la santé mentale et la santé réelle, ainsi que les structures politiques pour l'appliquer, on peut le dire clairement. Mais aussi sur la base des politiques et des actions de l'Organisation mondiale de la santé elle-même, ces approches de financement des sciences de la santé adoptées dans les années 1960 et 1970, la réponse est oui. Il semble qu'il y ait encore du travail. Il n'y a pas autant de preuves irréfutables que je le souhaiterais dans mes recherches, liant Julian Huxley directement aux décisions concernant chacune de ses actions politiques. Il faut donc prendre un peu de recul et regarder les choses de manière un peu plus dynamique. Il y en a quelques-unes, mais pas autant qu'on le voudrait dans ce sens pour l'exposer devant un tribunal. Ok, c'est exactement là où je voulais en venir. Il a joué un rôle important dans la création de l'Organisation mondiale de la santé. Mais maintenant, sur la base de vos recherches, allons plus en profondeur. Quand il s'agit de son influence, à savoir si elle a été conservée comme une vision ou une déclaration de mission, car si c'est le cas, évidemment, nous pouvons alors en arriver à la conclusion que le fondement de l'Organisation mondiale de la santé et l'eugénisme est en fait un génocide pour les États. Ce que je dirais, et je pense que c'est utile de le voir de cette façon, c'est que la science de la théorie des systèmes d'information qui a été appliquée, parfois appelée cybernétique, à chaque domaine possible de la connaissance humaine, à la biologie, la santé, la science, l'écologie, tout, et aussi l'économie humaine, l'idée était de surbureaucratiser tous les systèmes possibles et de les compartimenter en petits domaines spécialisés et sous-spécialisés, avec seulement un petit groupe des dirigeants, un petit exécutif qui était autorisé à voir ce que l'ensemble faisait, de sorte que la plupart des gens ne puissent pas voir ce dont ils faisaient partie. Cela a été fait de manière extrêmement intense lors de la création des grands complexes pharmaceutiques au début des années 70. Les documents légaux, la justification scientifique de ce remaniement, l'Organisation mondiale de la santé joue un rôle très important dans ce domaine, et des organisations telles que le Whitehead Institute, le Broad Institute, toutes ces organisations différentes qui sont devenues des leaders dans la manipulation génétique de la nourriture et de tout. Et surtout, en termes de codage génétique, tout était issu de ces complexes. Ainsi, quand vous voyez des gens comme Eric Lander, diplômé de l'école de Rhodes, tsar de la science sous Biden jusqu'à il y a quelques semaines, il était un ami proche de John Holdren et il était le père du projet Human Genomics, projet génome humain, qui a toujours eu comme pilier l'intention de séquencer le génome humain afin de modifier l'espèce humaine comme CRISPR. Il y a des gens qui ont annoncé CRISPR lors de la grande conférence de 2015, des gens comme David Baltimore, qui est son ami et président de l'Institut Whitehead. Nous avons maintenant fait en sorte que l'impensable devienne pensable. Nous pouvons maintenant contrôler la programmation de l'ADN de l'espèce et l'orienter vers une direction organisée. C'est donc très basé sur l'eugénisme. Il y a tant de façons de voir les choses, mais je pense, pour moi, c'est l'approche que je prendrais, aussi la dynamique environnementale dont Julian Huxley a été le fer de lance avec Maurice Strong. Je pense que cela a beaucoup de valeur. Si vous voulez vraiment faire valoir quelque chose devant un tribunal et prouver son invalidité à plusieurs niveaux, c'est une autre approche fructueuse à adopter. Ok, ma dernière question concerne les preuves que vous avez données sur la nature de l'eugénisme. La famine en est l'une des méthodes. Je réfléchis à Bill Gates en particulier, dans la même série des causes communes, car ce que l'on voit partout dans les médias alternatifs, c'est que Bill Gates est l'un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis. L'agriculture et la production alimentaire.
Diriez-vous que lorsqu'il s'agit d'une déclaration comme celle-là, l'un des plus grands propriétaires de terres agricoles d'un côté et puis la famine, l'une des méthodes d'eugénisme de l'autre, il n'est effectivement guère possible de trouver une corrélation positive entre les deux? Il possède la majorité des fermes des États-Unis. Oui, cela fait partie de ce Green New Deal, Build Back Better, pour le monde, un programme insensé qui consiste à essayer d'avoir 30% de la surface de la planète hors limite pour tout développement humain d'ici 2030. Cela fait partie de l'agenda 2030, y compris aux États-Unis, où Biden a signé un décret en ce sens. Il faut la coopération d'organisations privées comme celle de Bill Gates pour acheter les terres agricoles. Et ensuite, en interdire de grandes parties à la production alimentaire réelle ou simplement imposer des modes artificiels de produits génétiquement modifiés qui sont profitables aux élites. Ils ont la même chose pour l'Afrique et au-delà. Une partie de cela consiste également à retirer des terres agricoles pour les transformer en éoliennes et en panneaux solaires qui nécessitent de grandes surfaces terrestres. C'est aussi ce qu'ils font déjà en Europe et en Amérique du Nord. Ils payent les agriculteurs pour qu'ils tuent leur bétail et qu'ils ne labourent pas leur sol, afin qu'ils puissent gagner de l'argent en installant des éoliennes et des panneaux solaires, qui sont eux-mêmes des sources très inefficaces d'énergie qui vont limiter notre capacité à subvenir aux besoins de la population terrestre. Et cela fait également partie du concept, c'est scientifiquement prouvé. Le retour énergétique sur investissement de ces choses est si faible que vous ne serez pas en mesure de soutenir la vie dans la civilisation industriellement avancée, d'espérance de vie de 80 ans en moyenne. Vous ne pouvez pas le faire, c'est ça l'effet. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, pour conclure, si nous examinons la totalité des preuves, telles que vous nous les avez décrites et telles que Patrick nous les a présentées, nous constatons que l'influence de Julian Huxley, non seulement sur l'UNESCO, mais aussi sur l'Organisation mondiale de la santé, est toujours présente. Nous constatons que quelqu'un comme Bill Gates, dont la famille est issue de l'eugénisme, a une très forte influence sur l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. Si vous considérez tout ce dont nous avons discuté, diriez-vous que l'eugénisme joue un rôle important dans l'Organisation mondiale de la santé d'aujourd'hui? Oh oui, absolument. Et je sais que Whitney n'a pas eu l'occasion de parler aujourd'hui. Elle a eu une urgence, mais je sais que ça fait partie de ses recherches. Elle a très bien étudié cela à plusieurs niveaux. Des organisations comme l'Engender Health, qui était autrefois la Ligue de stérilisation pour l'amélioration de l'homme, a complètement changé de nom. Mais c'est une partie profondément ancrée dans USAID et dans la Fondation Gates, tout comme le Galton Institute, qui a changé de nom après avoir été la Société eugénique, encore une fois intégrée à Gavi. Le propre père de Bill Gates, Robert Gates, était à la tête de Planned Parenthood, le planning familial, que Margaret Sanger, eugéniste dévouée et raciste, a poussé dans cette voie des sociétés eugénistes américaines. Ces sociétés, je n'ai trouvé aucune preuve permettant d'établir que leur mode opératoire a changé, en ce qui concerne le fait de se baser sur les effets de la création de crises de population, de guerres, de famines artificielles, au cours des 60 dernières années en particulier. Même si on nous a dit que la mondialisation allait nourrir le monde, fournir un habitat pour tout le monde, et toutes ces choses formidables, que nous aurons le libre-échange ensemble et que tout le monde sera heureux. Non, l'effet a été l'esclavage de la dette, une dépopulation massive, et oui, je pense que c'est vraiment le cas. Merci beaucoup, Mathieu. Je sais qu'Ilana Rachel Daniel a des contraintes de temps. Donc, je voudrais encore une fois vous remercier. C'était très, très instructif. Horrible en partie, mais nous devons voir l'ennemi directement dans les yeux. Nous devons le regarder directement dans les yeux. Et ce que vous avez dit ici est très, très utile. Merci encore, Mathieu. Merci de m'avoir invité.